Cette introduction. Bonjour mesdames et messieurs, mon français n'est pas vraiment à la hauteur. Aussi, je m'exprimerai en anglais si vous en êtes d'accord. Donc, délirium et pronostic. Alors, on a un ratio hasard odds chez les patients atteints de délirium, donc une mortalité plus élevée, plus dépendance de soins après avoir quitté l'AREA et les personnels, enfin les personnes qui quittent l'AREA ont un risque accru, risque cognitif augmente, durée de ventilation augmente, la durée de séjour en réa augmente et l'hospitalisation augmente aussi. Donc, nous ne voyons que cette courte période et après cela, il me paraît très important que le délirium est un dysfonctionnement des organes qui peut effectivement avoir un fort impact sur la qualité de vie du patient par la suite. Alors, il y a de nouveaux critères sur le délirium. Là, on est dans le DSM-5 critères et tous ces critères doivent donc être remplis. Il faut cocher. Il y a donc trouble de l'attention et de la conscience. Il y a cette évolution fluctuante, donc qui évolue pendant un court laps de temps. Il y a ce trouble de la cognition qui n'est pas expliqué par un autre trouble cognitif. Ça, c'est quand même nouveau et c'est nouveau dans le DSM-5. Ça n'intervient pas dans le contexte d'un niveau d'éveil sévèrement réduit tel le coma. C'est important parce qu'en fait, ça a modifié la fréquence mesurée en réanimation et ce, de façon sensible. Alors, le trouble est une conséquence physiologique directe d'une autre pathologie, intoxication de substances, sevrage ou exposition à une toxine ou due à des étiologies multiples. Ça me paraît effectivement important parce que cela, je dirais, modifie les scores validés également. Donc, partant, vous voyez effectivement que la majorité des malades n'ont pas un stade hypoactif. C'est généralement bien pris en charge par le personnel infirmier, puisque cette étape donc n'est pas chez le patient. Alors, hyperactif, ça c'est assez confortable. Le malade est allongé dans son lit, souvent souriant, un petit peu désorienté, ne peut pas véritablement se concentrer. On peut effectivement mesurer ce délirium. Vous voyez ici qu'il ne se concentre pas véritablement sur la discussion. Il y a effectivement une désorientation. Donc je crois que c'est un score français. En fait, on l'a utilisé. On l'utilise effectivement dans les salles de réanimation. Si vous n'avez pas de personnel formé dans vos centres de réa, on utilise ce score également pour les personnels soignants, également pour les parents. Alors, désorientation, comportement inadapté, communication, hallucination et ralentissement psychomoteur. Et s'il y a un changement par rapport à l'état précédent, léger, sévère, en fait, ça vous donne 1 point ou 2 points dans le cas de sévère. Et au total, si c'est 2, voire plus, eh bien, c'est extrêmement suggestif d'un délirium. Et là, parce qu'effectivement, vous pouvez faire ça partout dans votre établissement hospitalier, c'est peut-être plus facile à le mettre en œuvre que de former différents personnels dans différents services avec des scores différents. Donc, pas besoin d'envisager une formation quelle qu'elle soit. Alors là, c'est différent. Là, il faut de la formation. Bon, si c'est pas fait avec de la formation, ça n'est pas possible d'utiliser cette échelle. Et donc, je pense que la chose intéressante, c'est que vous avez également une évolution qui fluctue et vous pouvez donc vérifier pour l'inattention. Vous pouvez utiliser abracadabra. Donc ça, c'est quand même simple comme bonjour. Vous allez voir le patient, vous énoncez le mot, vous demandez au patient soit lever la main ou serrer la main chaque fois que le patient
A, abracadabra. Donc A, le patient, c'est B, donc le patient ne doit pas serrer la main, etc. Donc vous énoncez la lettre et chaque erreur est résumée, synthétisée. Si vous avez donc un score, enfin 2 erreurs, voire moins, on n'est pas dans un état confusionnel. Si c'est plus, il faut vérifier pour le niveau de conscience et on prend le RAS ici, le RA2S. C'est pourquoi c'est différent par rapport au score précédent, parce que RAS, tous les scores RAS acceptent 0. Maintenant, c'est faux avec la nouvelle définition, puisque si on est à moins 2 erreurs, on n'est plus dans le délirium. Donc, c'est difficile parce qu'en fait, il y a différentes fréquences en réa qui varient de 30 à 70% et c'est sans doute quelque part entre les deux. On est généralement entre 30 à 50%, pas en haut de la fourchette parce que le haut de la fourchette, c'est généralement dû à une sédation excessive. Donc, si vous avez si le RAS c'est 0, là, vous vérifiez pour des troubles de la pensée cognitive. Vous posez également des qu'est-ce qu'une pierre, enfin, est-ce qu'une pierre flotte sur l'autre, etc. Des choses de genre, 2 erreurs, voire plus, donne confusion. Moins de 2 erreurs, absence de confusion. Donc, vous rassemblez le tout. Oui, généralement, vous arrêtez ici puisque le patient là peut pas véritablement avoir cette attention. Ensuite, c'est terminé. On est au stade de délirium. On a également un algorithme pour le diagnostic et donc on met tout ça dans l'algorithme pour éviter une sédation excessive, pour adapter tout cela donc en fonction des besoins du patient. Et si vous avez donc un score RAS de 0 moins 2, là, le patient, donc pour vous regarder dans les yeux pendant 10 secondes, là, vous vérifiez pour ce score délirium positif également avec les autres éléments, mais là, vous êtes effectivement à peu près sûr que le pas sursédaté. Si le délirium passe positif, là, vous traitez immédiatement orienté symptômes plus l'agent causal, par exemple. Si on est dans le sepsis, bien sûr, vous avez l'infonction. Vous vérifiez donc le foyer du délirium et en même temps vous traitez l'organe. Ça veut dire que par exemple si vous avez de l'hypertension, là, épinéphrine, volume, et là vous traitez avec les différents médicaments à votre disposition, également des méthodes non pharmacologiques. Bon, je pense que outre la thérapie orientée symptômes, il faut bien sûr rechercher la cause. Alors, ça, c'est effectivement un bon tableau. Donc, l'infection la plus courante comme prédicteur, enfin de sepsis, mais également, il y a troubles métaboliques, oscillation, taux de glucose, hypoxie, anémie. Bon, donc vous voyez effectivement pas mal de causes que vous pouvez vérifier si les causes sont pertinentes. Il faut également les traiter. Alors il y a différents facteurs de risque, effectivement. Il y a une prédisposition, l'âge, état cognitif, usage de psychotropes, et s'il y a des facteurs précipitants, intervention chirurgicale, prise en charge en réa, des maladies concomitantes, douleurs, troubles du sommeil, contention physique ou sonde vésicale. Alors, les voies sont pas si aisées à comprendre. Il y a de nombreuses voies. Je voudrais un petit peu me concentrer sur la voie initiale, puisque celle-ci est très importante, tenant compte de cette activité microgliale, les voies cholinergique, l'inflammation, il y a pas mal de données disponibles. Alors, c'est souvent l'inflammation qui déclenche ce trouble, cette altération de l'organe. Vous voyez ça avant le sepsis, et il y a de nombreuses études qui ont été publiées sur cette problématique. Sepsis, alors, est quand même prédit par
le délirium a donc un pronostic Alors, s'agissant des interactions du système immunitaire avec les ligands exogènes et endogènes qui déclenchent le système immunitaire, AFKB, NF-κB, on obtient une réponse TNF-alpha par exemple. Ça, c'est effectivement important parce que c'est montré précédemment par le groupe de May effectivement que c'est un déclencheur pour le délirium. Outre cette voie cholinergie fonctionne par exemple que si vous avez de l'inflammation, vous avez effectivement ce dialogue entre le cerveau et la périphérie. Et là, ça va donc dans l'arc efférent. Et voyez également sur les microphages, vous avez donc les récepteurs acétylcholine qui réduisent la réponse immunitaire. Et là, vous avez moins d'inflammation. Donc, ceci est démontré par de nombreux collègues ici, d'un point de vue expérimental. On passe donc à l'infection systémique, TNF-alpha sur les microglies au repos. Vous avez une inhibition cholinergique de ce phénomène, ensuite des microglies activées, ensuite ce délirium qui intervient chez un patient âgé ou une maladie neurodégénérative ou des agents anticholinergiques. Il y a donc une inhibition de ces microglies, neurodégénération et délirium sévère prolongé. C'est un continuum jusqu'à la démence. Et donc, il y a effectivement l'âge élevé, maladie neurodégénérative, traitement médicamenteux et un délirium précédent. Donc, résumé microglies, les cytokines systémiques, TNF, réponse immunitaire locale, migration des microphages et perte des effets inhibitoires avec inhibition cholinergique et activité neurolane altérée. Ça vous donne l'inflammation locale et la réponse neurotoxique. On vérifie pour tout ça. C'est une étude qu'on a faite avec PLPS, modèle animal. Il n'y a pas eu de décès. On a regardé dans l'hippocampe et d'autres tranches du cerveau. Vous voyez effectivement, 24 heures après, il y a effectivement une augmentation dans la zone de l'hippocampe de IL-1 bêta. Ça peut être réduit de façon significative par physostigmine et néostigmine. Ça ne passe pas par la barrière cérébrosanguine. On pensait effectivement que c'était différent, mais ce n'était pas le cas. Ça semble être une rupture de la barrière céphalo-sanguine qui intervient assez souvent. Et cet effet neurotoxique semble être réduit. Également, si on regarde au niveau de la neurodégénération des neurones positifs, on constate qu'OPS et APS, les points verts ici, les OP avec stimulus LPS et sans agents cholinergiques, il y a une neurodégénération réduite. Donc là, fortement décrite. Et l'activité cholinestérase est également réduite. Je pense que c'est une bonne étude que nous avons ici de Terrando sur l'activation du sous-type alpha 7 des récepteurs nicotiniques acétylcholine qui préviennent l'activation TNF-alpha. Là, on est dans la chirurgie. En général, en cas de chirurgie, il y a rupture de la barrière. Vous voyez effectivement les dépôts fibrinogènes sur cette zone au niveau de l'hippocampe. Et si vous regardez cela, vous voyez que c'est lié à l'IF-κB. Si vous prenez des allyles qui dépendent de l'IF-κB, on voit que la neurotoxicité baisse et qui plus est, la réponse chirurgicale ne montre pas cet effet. Donc il y a une neurotoxicité réduite en raison de cette réduction NF-κB. Cette
neurotoxicité induite par le TNF-alpha. Si vous utilisez PHA, qui est un agent cholinergique, vous voyez le même phénomène. La même situation, c'est-à-dire des agents cholinergiques qui réduisent également la neurodégénérescence dans les phases initiales. Ça me paraît important, effectivement, de savoir qu'il y a d'une part un dialogue et que les cytokines restent pertinents. Vous regardez ici les points rouges qui vous montrent la neurotoxicité et là, c'est la zone, la migration de microphages est empêchée. Si vous utilisez un NACH agoniste ou un anti-TNF-alpha. Donc, ça a été montré à plusieurs reprises, effectivement, que de bloquer la réponse TNF, par exemple, et de stimuler la réponse cholinergique nicotinique réduit la neurotoxicité. Quid de nos patients? Ça me paraît quand même pertinent, notamment chez les patients âgés. Vous avez effectivement une forte charge d'agents cholinergiques. Ça, c'est une étude qui a été publiée il y a pas mal d'années. On voit effectivement que l'altération cognitive légère, c'est vu chez des agents anticholinergiques. Si vous avez 80% des usagers avaient de légers troubles cognitifs avec l'utilisation, enfin de l'usage de plusieurs médicaments. Vous pouvez multiplier la charge SA si vous regardez effectivement les différents médicaments, les antipsychotiques, les antidépresseurs, le curare. Il y a pas mal de choses cardiovasculaires, des diurétiques, des antihypertenseurs, des antibiotiques. Il y a plein de choses qui vous donnent un risque anticholinergique. Vous ajoutez ce risque, vous voyez effectivement que votre patient a un risque plus élevé de troubles cognitifs. Qui plus est, pas de la phase initiale, mais en cas de rupture de la barrière céphalo-sanguine, en cas d'infection, trauma, etc. Vous voyez chez les patients avec une démence en progression, ça a été fait chez les neurologues. Vous voyez effectivement ici qu'il y avait 24 patients avec une situation de démence progressive en réa. Donc là, ils ont mis ça sur de l'hippocampe. Effectivement, ils ont constaté chez un modèle animal, ils ont constaté que c'est IgA médié au thymine. Les récepteurs sont régulés vers le bas dans le sérum du patient et dans le ligand. Vous voyez effectivement là, 7 jours plus tard, en cas de sauvetage, en enlevant ces récepteurs NMDA, on constate une augmentation des récepteurs NMDA et également le courant est réduit si vous avez moins de récepteurs NMDA et si vous enlevez le courant, si vous l'enlevez, le courant est rétabli. C'est important de savoir effectivement que c'est également une option qui pourrait fonctionner dans une situation, par exemple, bon, il n'y a que des petites études là-dessus, mais effectivement, la pression intracrânienne de le neurochirurgien, il y a pas mal de données que le kétamine semble être neuroprotecteur, outre si vous avez la kétamine, si vous avez traumatisme, chirurgie cardiaque avec de l'extracorporel, il peut y avoir une prévention par la kétamine, 0,5 mg par kilo, ça réduit le taux de délirium. Ça, c'est peut-être un stade tardif en cas d'inflammation grave. C'est peut-être une possibilité. Ça n'a peut-être pas fonctionné dans tous les malades, mais au moins ceux qui ont ce risque auto-immune. Autre facteur de risque environnementaux, ça me paraît important, effectivement, privation de sommeil, manque de sommeil est un enjeu majeur, outre l'ischémie, hypoxie, inflammation qui vous donne du délirium dans les un déséquilibre neurotransmetteur, ça me paraît important, effectivement, parce que privation de sommeil en réa est souvent due au bruit. Si vous regardez ici, les alarmes
ventilateurs ont des alarmes de 70-80 décibels. Donc, c'est quand même du bruit. L'OMS recommande un niveau de 40 décibels pour le niveau sonore. Il faut donc quand même réduire le niveau de bruit. Il y a une bonne étude publiée, je crois que c'était avec ces boules caisses. Bon, c'est pas parfait, mais je crois que ça me paraît une bonne idée. Pourquoi pas des boules caisses? Voir un petit peu le rôle des boules caisses dans la réduction des niveaux sonores. On voit que le delirium, bon, ça suffit pas pour un état confusionnel léger, altération cognitive dans une phase initiale. De préférence, parce que les gens se sentaient peut-être un petit peu isolés en portant des boules caisses pendant trop longtemps. C'est peut-être effectivement une possibilité à creuser afin de réduire les niveaux de bruit. La lumière, l'éclairage, sans l'oublier. Bon, pas suffisamment d'éclairage dans les salles de réa lorsqu'il fait pas beau et la moyenne à côté du lit est moins que devant la fenêtre. Donc, alors, l'isolation, effectivement, bon, meilleure au printemps que l'hiver. Il faut effectivement trouver le moyen d'augmenter l'intensité lumineuse pour nos patients. Il faut regarder qu'on a un nouveau réglage. Et les collègues d'Utrecht avaient quand même une bonne idée pour augmenter le réglage de la lumière. Vous voyez, effectivement, lumière dans un nouveau cadre proche de la fenêtre, effectivement, ça vous donne un meilleur éclairage pour vos patients. Ça fait quand même une différence dans les cas de délirium. Le rythme circadien est réduit s'il n'y a pas suffisamment de lumière. La lumière supprime la réponse de la mélatonine. S'il n'y a pas suffisamment de lumière, bien sûr, ça entrave la réponse de la mélatonine dans la journée, augmente de nuit et baisse pendant la journée, alors que le tableau est complètement inversé chez les patients réens. Donc voilà, donner de la mélatonine. Bon, là, c'est une petite étude. Pourquoi pas? L'incidence de délirium est réduite chez les patients âgés qui reçoivent de la mélatonine la nuit. Et c'est mieux, sans doute, que donner du propofol, parce que, comme vous pouvez le voir ici, sans le propofol et avec le propofol, bon, on peut constater ici, il suffit de regarder les lignes, enfin les points rouges et verts. Sans propofol, il y a plus de sommeil paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez ces formes de sommeil, effectivement, c'est un sommeil de meilleure qualité, c'est un sommeil de meilleure qualité, alors que avec ce sommeil léger, c'est pas un sommeil récupérateur. Donc, la sédation nocturne n'est peut-être pas la solution. Enfin, sauf la mélatonine, ça semble fonctionner. Non pharmaco, réorienter le patient, stimuler cognitivement le patient, penser aux lunettes et aux appareils auditifs, ça améliore la qualité de sommeil et le cycle éveil-sommeil. Le rythme circadien, mobiliser le patient le plus souvent possible, éviter des procédures de soins la nuit. Et on n'a pas trouvé une bonne solution pour notre patient, pour être honnête. On a quand même des niveaux de 100 décibels, pas mal de discussions. Puis ensuite, j'ai essayé de trouver un architecte et mon collègue m'a aidé à trouver un architecte. Bon, il y a une réunion et puis on a planché là-dessus. Un architecte qui avait construit la maison de Brad Pitt et plein de choses pour réduire la douleur. On a épluché la littérature. On a constaté effectivement qu'on pouvait utiliser des infos étayées par la preuve dans la littérature. Il y a une étude qui a été faite, Science 84, c'est une ancienne étude. Ce qu'ils ont fait, en fait,
Ils ont réuni un groupe de malades et un groupe de patients faisait face au mur, l'autre face aux arbres, comme vous le constatez là. Le groupe qui faisait face au mur avait besoin de plus grande posologie d'analgésique et un plus long séjour à l'hôpital. Donc, le voisinage permet de stimuler la guérison. Après cela, on a eu un débat avec l'architecte et là, c'est la première fois que ça a véritablement été fait au plan international. Nous sommes heureux d'avoir trouvé ces collègues parce qu'en fait, on n'aurait pas pu le faire sans eux. Vous voyez effectivement que ça change l'architecture et on fait de la stimulation cognitive avec le système LED. On a 6 couches. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. A hospital is carrying out research on the positive effect light has on people. A small intensive care unit has received new lighting. 2 4-bed rooms have been redesigned to offer patients more privacy and comfort. Illuminated ceilings are supposed to promote healing. Sunrise and sundown gives us a day-night rhythm that makes us sleep better at night. There are green elements in the room. You can see them up here. That shade is conducive to feeling protected. The space has been designed architecturally to make it seem like a living room rather than that storage area feeling you get in other IC units. Well, it stops here to some reason. Bon, alors en fait, ça vous donne les éléments cognitifs que vous pouvez utiliser par l'écran LED. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne terriblement bien. Donc en fait, le malade peut le faire lui-même et donc entrer en interaction avec l'écran, niveau de douleur, de sédation, niveau de délirium. Et ensuite, l'écran s'ajuste à ce niveau pour les hallucinations. Enfin, il n'y a pas de mouvement de l'écran si le patient n'a pas peur, enfin, d'avoir plus de lumière, moins d'écran. Tout ça, c'est interactif. Il y a des éléments cognitifs pour stimuler le patient. Right above, and it's not so loud. I think patients enjoy it. Effectivement, des éléments cognitifs. Bon, ça fonctionne pas au mieux, désolé, mais bon, ça vous donne effectivement là les libellules. Effectivement, le patient peut suivre grâce à ces libellules sur l'iPad pour une stimulation cognitive. J'espère qu'à l'arrivée, on a des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques et je pense que ça peut aider à favoriser la remise en état du malade. Merci.